Bonjour, bonsoir Kevin. J'espère que tu as passé un très bon week-end et un très bon début de semaine. Nous sommes mercredi. Normalement, j'aurais dû faire ton enregistrement hier et même lundi, mais j'ai des petits contretemps professionnels. Je fais également du coaching et j'ai un client qui avait des problèmes. J'ai dû l'assister. Donc c'était assez lourd c'était assez lourd comme responsabilité. Donc voilà, j'étais un petit peu euh, submergée de travail, very busy, submergée, drowning with work. Donc ici, nous avions fait la dernière fois ce document. Bouger un petit peu. Nous n'avions pas fait, nous n'avions pas fait l'exercice numéro un. Et en fait, c'est assez facile. Il faut identifier les différents comment dire, résumés et indiquer le chiffre qui correspond au type d'émission télé. Can be a show, a TV show, any kind of TV show. Alors nous avons un documentaire historique, une émission sportive, un film, un reportage, magazine scientifique et divertissement. Ok. Donc je vais commencer par le numéro 6. Je vais te montrer un petit peu la logique. Émission consacrée au Moyen Âge et aux 12 magnifiques châteaux en France. C'est un documentaire historique. D'accord. Retransmission des compétitions internationales de judo. Émission sportive. La Nouvelle-Orléans, sa culture, son histoire, ses habitants, ses paysages. On peut dire que c'est un reportage. Comment naissent et se développent les tornades et les cyclones, un magazine scientifique. Les années 60, tous les tubes chantés par des vedettes actuelles. Les tubes, en fait, ce sont toutes les chansons qui ont eu beaucoup de succès. On appelle ça des tubes. Sounds very weird, actually. Tubes. The hits. Okay? Hits from the 60s. So, those are like most famous songs from a certain period of time, and some current singers will sing them. That's what it's all about. Divertissement, entertainment. Victime d'un accident, Philippe est hospitalisé. Il tombe amoureux de Juliette, son infirmière, une comédie à voir en famille. Donc c'est un film. Okay. Exercice numéro 2. Lisez le texte, puis répondez aux questions. Ces Parisiens qui ont choisi de vivre à 1 heure de la capitale. Il faut 50 minutes pour traverser Paris en métro. C'est 8 minutes de plus que pour aller à Chartres en train. Avec la multiplication des lignes de TGV, le train à grande vitesse, les villes de province comme Lille, Le Mans, Tours, Rouen, Orléans, Chartres ou encore Amiens ne sont qu'à 1 heure de la capitale. Alors, les provinciaux sont de plus en plus nombreux à venir travailler à Paris. Ils ont un avantage important. En effet, un grand 2 pièces à Paris coûte aussi cher qu'un appartement de 100 mètres carrés en plein centre de Tours. De plus en plus de Parisiens sont aussi séduits par l'idée d'aller s'installer à 100, 150 et même 200 kilomètres de la capitale. La pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment d'insécurité sont les raisons pour lesquelles ils veulent partir en province. L'atmosphère des petites villes est chaleureuse et les gens apprécient aussi la proximité de la nature et la variété d'activités sportives. Mais vivre entre Paris et la province a un prix. L'abonnement mensuel pour le train coûte de 115 à 230 euros. Et il y a un autre inconvénient, il y a moins de TGV que de métro et les trajets sont très longs. Alors, on sort moins et on voit moins ses amis. D'après 20 minutes, le 23 mai 2005. Euh, je peux te dire que en 2000, oui,
Je prenais déjà le TGV pour aller, travailler. J'habitais à Lille à cette époque et jusqu'en 2003, donc je prenais le TGV pour aller travailler, pour une petite distance. Pas une grande distance, petite distance, mais la majeure partie de mon temps, je prenais le métro. Hem, le billet de métro était valide 1 heure, mais dans un sens. Si on voulait revenir, il fallait prendre un autre ticket. Donc il y avait beaucoup de falsification des tickets de métro. Je pense que c'est différent maintenant. Mais quand j'étais étudiante, je travaillais et j'étudiais. euh, j'ai- je prenais le TGV et ça me prenait une demi-heure de train. J'avais un abonnement spécial étudiant et donc c'était assez rapide, c'était facile. Et voilà. Mais ce n'était pas cher parce que j'étais étudiante et je travaillais. Je ne disais pas que je travaillais, parce que sinon je n'aurais pas eu la réduction. On fait tous ça, hein, tous les étudiants en France font ça. Parce que si tu es étudiant et tu dépends du gouvernement pour obtenir des subventions financières, tu ne survis même pas. Alors, le gouvernement donne de l'argent, une petite somme d'argent, tous les 3 mois, je crois, aux étudiants, et, mais c'est vraiment rien du tout. Voilà, donc tu ne peux pas payer ton loyer, plus acheter la nourriture, plus les livres, plus les vêtements, plus... non, ce n'est pas possible. Euh, Moi, mes parents ne m'aidaient pas. Je n'avais pas eu la chance d'avoir des parents qui m'aidaient, donc même s'ils le pouvaient. Euh, donc j'ai dû travailler et étudier en même temps. Je pense que c'est bon, il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, nous avons donc la ligne de TGV Lille, Le Mans, Tours, etc. La ligne de TGV à Lille est très ancienne. On a commencé par là, en fait, Paris-Lille, Lille-Paris. Parce que nous avons le Eurostar qui, qui passe, qui fait les allers-retours entre la France et l'Angleterre en passant par le tunnel. Et c'est assez cher. C'est quand même assez cher. Il y a beaucoup de gens qui prennent la voiture parce que c'est moins cher. Et je peux te dire que le salaire moyen en France n'est pas très élevé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant à étudier. Je vais faire une petite recherche. Euros par mois. Franchement, je pense que c'est assez bas. Et pourtant, c'est un pays riche, mais c'est pas possible. Voilà. Ah, les employés bruts, hein. Voilà. Je pense que c'est un peu exagéré 2016. Alors, il faut savoir que les impôts sont très élevés en France. Donc, en moyenne, un employé 2159 moins les impôts 1631. Un ouvrier 2238 1702. En moyenne, voilà, on pourrait regarder celui-là. Mais ça, c'est comment dire, c'est assez. euh, ok, 2957 brut, c'est-à-dire sans la déduction des impôts, des cotisations, etc. Donc on nous dit que ça monte, il y a toujours un décalage entre les hommes et les femmes, tu vois, un gros décalage quand même. Et le problème, c'est que il y a tellement de cotisations, donc les 10% les plus riches gagnent en moyenne 42, on va dire, allez, 42 43 000 euros net par an. Et je peux te dire qu'il y a de plus en plus de problèmes. Les Français ne peuvent pas garder un travail très longtemps. Donc les salaires sont assez instables. On peut gagner 2700 et puis ne rien gagner par la suite. Nous avons ce qu'on appelle
une espèce d'indemnisation pour les chômeurs qui ne travaillent pas. Donc, si tu as travaillé pour la même entreprise pour un minimum de 6 mois, tu peux avoir euh, it's like unemployment benefits. Euh, Ce sont des subventions pour les chômeurs. Voilà. Mais c'est dégradable, c'est-à-dire que comment dire, cette subvention va diminuer au fil des mois. Voilà, pour motiver le chômeur à retrouver du travail. Mais je pense que les cadres, les employés, apprentis, stagiaires, profession intermédiaire, moi je peux te dire que j'ai déjà vu beaucoup d'avocats gagner à peine 1 500 € par mois. Donc ça me surprend un peu de voir ce genre de choses. Et salaire moyen, Le Figaro. Ça c'est un journal de droite. Gagnez-vous plus, gagnez-vous plus. Ouais. Il faut les vrais peut-être. Je regarderai en plus en détail euh, les vrais salaires en France. On va voir un peu ce que ça donne parce que ça me paraît un peu beaucoup. Et ben voilà. Et ça c'était de 2014. Ok. Les vrais salaires chez Ikea. Bon, ça c'est pas important. Ikea ne paye pas d'impôts en France. Ils ont établi leur entreprise en Hollande, dans les Pays-Bas, où ils ne payent pratiquement pas d'impôts et ils ont essayé de détourner leurs impôts en France. Donc la Tribune, c'est un journal économique français qui révèle un peu, je l'aime bien ce journal. Alors selon une étude de l'INSEE, le salaire net moyen médian s'élève à 1 730 € en 2012. Quant au salaire moyen, net moyen, il atteignait 2 154 €. Donc ça ne veut rien dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont gagner énormément et puis il y a beaucoup de Français qui gagnent pratiquement rien. Donc on essaie de trouver une moyenne qui n'est pas toujours révélatrice. Ok, c'est toujours comme ça avec les moyennes. Les 10% des salariés les mieux payés, 10% seulement, gagnent plus de 3 455 €, je pense, brut. Donc on cotise tous les mois pour la retraite, pour la sécurité sociale, on la paye, comme au Canada, pour les retraités, pour les chômeurs, pour le RMI, le RSA, les welfare, etc. Donc c'est assez, voilà, c'est assez bas si on compare avec les États-Unis. Toujours est-il que nous avons ceci à finir. Je voulais te donner un petit aperçu du vrai visage de la France. Ensuite, ici, eh bien, les Français décident de partir. Bon, c'est Parisiens qui décident de sortir de Paris parce que c'est moins cher de vivre en dehors de Paris. Il y a moins de divertissement, il y a moins de spectacles, mais toujours est-il que c'est beaucoup plus, je ne sais pas, plus sain, peut-être. On a, on vit dans une plus grande maison ou dans un plus grand appartement. Je pense que c'est bien pour les enfants. Euh, que de vivre à Paris. À Paris, il faut, moi je peux te montrer, hein, si on regarde rapidement, tiens, on va voir Craigslist Paris, et en fonction des arrondissements, eh bien le loyer peut être plus ou moins cher. Et généralement, ce qui est très commun, ce sont les petits appartements, les petits studios. Et puis, j'avais déjà un petit appartement dans un campus, pas un petit, disons, un studio. Et en fait, j'avais mon petit ami à l'époque qui voulait que je vive à Paris. Et j'ai préféré mon indépendance, voilà. Et j'ai préféré étudier à Lille. Voilà, c'était mieux pour moi. Donc ici, Paris, Craigslist, les appartements, hop, on va voir ça en vitesse. Ouh, bon, ça va. Faut voir aussi si c'est bon. C'est pas trop. Il faut voir aussi l'arrondissement.
Quatrième, 2 chambres, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai. Bien, ici à Saint-Denis, 16 mètres carrés. C'est plus commun. Voilà. C'est très petit. C'est affreux. Quatrième, 800, c'est abordable. Moi, je payais ça quand j'étais à Toulouse. 850 en fait. Je payais 850 euros par mois. On ne nous dit pas le mètre carré, 16 mètres carrés aussi, 800. Trocadéro. 35 mètres carrés, c'est toujours petit, hein. Je pense que 60 mètres carrés, c'est mieux. Mais là, 21 mètres carrés, non, c'est pas possible. Ici, on a 41 mètres carrés, 1500. Voilà, 24 mètres carrés. C'est horrible. Si par exemple, je veux dire, eh ben, tiens, tu sais quoi, minimum, je veux, allez, 65 mètres carrés. Et on fait une mise à jour de la recherche. C'est marrant, c'est en anglais parfois. Alors ici, je veux, disons, allez, à mon quartier, tiens, Champ de Mars. Ah, Champ de Mars, regarde ça. 97 mètres carrés, 3 chambres, c'est ce qu'il me faut. Si je dois aller en France, c'est ce qu'il me faut. Et c'est 3500 euros par mois. Et je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui peuvent se payer ça. Et c'est pas exceptionnel. C'est vraiment pas exceptionnel. C'est vraiment petit. Ça a l'air petit pour un 97 mètres carrés. Donc tu vois un peu les prix. Bon, si quelqu'un gagne, allez, on va dire 2000 euros par mois, ils ne peuvent pas se payer ça. Voilà. On a des aides sociales, on appelle ça les aides au logement. Et donc ils peuvent aider peut-être moins de 40%. Cela dépend aussi euh, des revenus. Et puis ça dépend aussi si tu as des enfants, etc. etc. Donc, mais c'est pas exceptionnel, hein. Faubourg Saint-Honoré, 68 mètres carrés. Encore une fois, moi je serais claustrophobique avec ce genre de choses. J'ai besoin de grandes fenêtres. Voilà, comme ça. Ou un peu chaponné, 18e. Là, ça a l'air un peu mieux. Voilà. Voilà, ça a l'air un peu mieux en plus. Je pense que c'est. La cuisine est petite. 2 lits. Voilà, ça va. Pas exceptionnel. Donc tu vois, il y a des frais d'agence parce que ça passe par une agence. Et voilà. Donc généralement, les frais d'agence, c'est 1 mois ou 2 mois de loyer. Et moi, je préfère les petites maisons comme ça, au lieu d'un appartement, parce que bah, les gens ne sont pas très silencieux. Et ah bah tu vois, ça c'est mieux, ça c'est très bien, ça c'est très très bien. Voilà, c'est ce que je préfère. 100 mètres carrés, deux chambres, ok. Donc l'électricité et l'internet ne sont pas inclus. Euh, ok, TV câble c'est inclus. Électricité, gaz et l'eau ne sont pas inclus. Et il y a un petit jardin de 50 mètres carrés. Moi, je le veux. Je le veux. 100 mètres carrés, 3000 euros. Je peux te dire que c'est quand même mieux que les 3000 euros pour un petit appartement. Voilà, c'est quand même possible. Il y a un petit balcon. Ben voilà. Si tu souhaites aller à Paris, tu peux le louer. Mais c'est marrant, hein. Il y a beaucoup d'annonces qui sont en anglais, tu vois. Alors ici, on a quelques petites questions. Ce texte vient bien d'un journal, ok, 20 minutes, et on parle des personnes qui habitent en province et travaillent à Paris. Voilà, parce que c'est de plus en plus cher. Et les gens ne gagnent pas 3000 euros par mois, donc ils ne peuvent pas se permettre de vivre dans des logements décents. Ici, vrai ou faux? Un petit appartement à Paris coûte le même prix qu'un grand appartement en province, c'est vrai. Et ici, on a, en effet, un grand 2 pièces à Paris coûte aussi cher qu'un appartement de 100 mètres carrés en plein centre de Tours. Les gens veulent quitter Paris parce qu'il y a beaucoup trop de voitures. Oui, il y a la circulation automobile. On peut dire oui, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a la pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment d'insécurité. Donc c'est une raison parmi tant d'autres, tu vois. Donc on va dire faux ici. Ok.
parce que ce n'est qu'une raison. Ensuite, le prix des trajets en train n'est pas très cher. Eh bien, individuellement, c'est cher, mais l'abonnement n'est pas cher du tout. Voilà. Et encore une fois, si la personne paie son loyer, les frais d'électricité, les factures, etc., la nourriture, je peux te dire que 150 ou 230 euros, ça se sent dans le budget. Voilà, ça peut se sentir. C'est, ça n'a pas l'air cher, hein, tu vois, l'abonnement, mais toujours est-il que pour certains budgets, oui, c'est cher. Donc le prix des trajets en train n'est pas très cher, mais si on va suivre la logique, l'abonnement mensuel pour le train coûte de 115 à 230 euros. La province a un prix. Donc pour eux, ils insinuent que c'est cher. D'accord? Donc on va suivre leur logique. Alors vrai, ok, on a vu la justification. Il y a plus de métro que de TGV. Où est-ce qu'on avait vu ça? Il y a moins de TGV que de métro, donc il y a plus de métro que de TGV. Oui, c'est vrai, on a vu la justification. Et quand les Parisiens déménagent en province, ils peuvent aussi sortir comme avant. C'est faux. Parce que, je peux te dire la vérité, c'est que les divertissements, les choses qui se passent dans les cafés ou dans les spectacles, on va dire, les spectacles sont plus limités en province. Il y en a, mais c'est plus limité. Et comme les gens passent beaucoup de temps à voyager, les trajets sont très longs, alors on sort moins et on voit moins ses amis. Voilà. Puis aussi, ça coûte. Si tu passes beaucoup d'argent, tu dépenses beaucoup d'argent dans les transports et puis beaucoup de temps, c'est vrai que ça peut limiter un peu certaines personnes. Moi, j'étais limitée en tant qu'étudiante, même si je travaillais. J'étais très limitée. Donc, il fallait que je fasse vraiment très attention à mon budget. C'était une bonne motivation pour ne pas sortir. Donc voilà, limiter le budget des enfants pour qu'ils ne sortent pas. C'est ce qu'il faut faire. Exercice numéro 3. Lisez le document suivant et répondez aux questions en cochant voilà, la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Donc c'est en fait un, un petit résumé hein, d'un film, L'Auberge espagnole. À voir et à revoir sans modération, Studio Magazine. Au fond, on aurait tous rêvé de fréquenter un jour cette auberge espagnole. Fréquenter, c'est to hang out. Okay. On peut utiliser ce verbe pour fréquenter quelqu'un. To hang out with someone, but also to go out with someone. To go out with someone, and my door is opening. Et fréquenter un endroit, to hang out somewhere. Okay. C'est l'histoire de Xavier, un jeune homme de 25 ans qui vit à Paris et qui part faire sa dernière année d'études à Barcelone. Il va partager un appartement avec 7 étudiants qui viennent chacun d'un pays d'Europe différent. Commence alors pour lui une expérience unique, la vie en communauté. L'auberge espagnole est une invitation au voyage, aux côtés de 8 colocataires survoltés dans un appartement bordélique, mais si, en plein Barcelone. Cédric Clapiche, un air de famille, le péril jeune, ce sont les titres de films où il est apparu, nous transmet sa bonne humeur contagieuse dans ce film tendre et profond, servi par des acteurs renversants de naturel. Résultat, on crève d'envie, ou on dying to hang out, to live with Romain Duris, d'habiter avec Romain Duris, le péril jeune encore, peut-être, Audrey Tautou, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, just Amélie in America, Judith, on dit Judith en fait, Judith Godrèche, l'homme au masque de fer, et tous leurs compères. Judith Godrèche est apparue dans beaucoup plus de films que cela. Très très connue, elle est très connue. Audrey Tautou a fait beaucoup de films aussi. Mais je pense qu'elle a un peu disparu des écrans américains. Elle a été un peu remplacée par une autre actrice française. Je ne me souviens plus de son nom. Voilà un peu une critique assez positive d'un film qui s'appelle L'Auberge espagnole. Donc c'est la critique, ok, donc le film L'Auberge espagnole.
La critique est positive. Xavier va quitter la France et habiter 1 an à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi il y a du vent ce soir et ça fait beaucoup de bruit. Citez le nom d'un acteur qui a déjà travaillé avec Cédric Klapisch. Eh bien, on a Romain Duris. Voilà, c'est très facile. Et puis, Xavier va habiter avec 7 autres locataires, un total de 8. Voilà, c'est très simple. Pas trop de difficultés parce que le niveau est assez simple. Voilà. Et si on avait fait le document, si je le mets trop à côté, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc c'est très pratique. Donc c'est très pratique le TGV, très efficace. Je préfère le train à la voiture, moi aussi. Je n'aime pas conduire. J'ai horreur de ça. Et je ne me sens pas très à l'aise quand je conduis dans une grande ville. Surtout quand j'ai ma fille derrière moi. Alors je peux te dire que je préfère prendre un taxi ou un Uber ou je préfère le BART. Mais je n'aime pas être concentrée sur la route. Je préfère me relaxer. Voilà. Est-ce que c'est similaire aux États-Unis? Moi, mon expérience des trains était assez, pour être franche, négative. J'ai pris une fois le bus, c'était pas terrible. Donc j'ai préféré prendre l'avion constamment ou conduire. Moi, à l'époque, j'habitais à Portland, Oregon, et j'avais fait le trajet Portland, San Francisco, Portland. Et j'étais passée par la forêt, tu vois, la fameuse forêt dans le nord de la Californie. Et les routes sont très, très petites. Et je peux te dire que conduire durant la nuit euh, sur cette route est très dangereux. Je ne l'ai pas refait. Ça m'a vraiment fait peur. Il n'y a pas d'autre option que de prendre l'avion ou de conduire. Voilà. Mais je préfère avoir quelqu'un qui s'occupe de la conduite que m'occuper de la conduite personnellement. Quand je dois amener ma fille à l'école, bon, je conduis, mais je préfère prendre le Uber, parfois on prend le bus, parce qu'elle me demande de prendre le bus. Là, cet après-midi, on a pris le taxi. Et habituellement, elle me fait: je veux pas le taxi, je veux prendre le bus. Ok, on prend le bus. Voilà. Et puis c'est moins cher. Voilà. En France, on utilise pour les dates, on utilise toujours le jour, le mois et l'année. Ok. Aux États-Unis, on a le mois, le jour et l'année. Donc j'avais expliqué crever d'envie, to die for something. Okay. To die, to do something, in a sense, what we mean in French. Ça, c'est Amélie. Voilà. On avait également fait les exercices je viens de, je suis en train de et je suis sur le point de. Okay. Tu te souviens? Donc en fait, nous n'avons pas la forme de ing. I'm working, I'm sleeping, I'm traveling, etc. On va utiliser je suis en train de. D'accord? Donc je viens de, I just did something. Je suis en train de, I'm currently doing something. Et je suis sur le point de, I'm about to do something. C'est un futur immédiat. D'accord? Donc j'ai expliqué ça. Si par exemple on veut préciser qu'on est en train de faire quelque chose, on peut dire ne me dérange pas, je suis en train de parler ou je suis en train de travailler. Okay. Certains Français n'aiment pas être interrompus, moi non plus. Et parfois, je le dis à ma fille, quand elle m'interrompt, quand je suis en train de parler à quelqu'un et elle m'interrompt, je lui dis, je suis en train de parler. S'il te plaît, attends quelques minutes. Donc on peut préciser, je suis en train de parler pour dire à la personne, écoute, sois un peu patiente ou attends ton tour, wait for your turn. Et voilà, donc on peut préciser. Par exemple, tu es au téléphone également, quelqu'un te demande, ah tu peux venir maintenant, j'ai besoin de ton aide, je ne peux pas, je suis en train de travailler. On peut utiliser ça également. Le mois de janvier, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le mois de janvier, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir.
Je vais réouvrir cette chose. Grammaire pour... Ça, c'était pour eux. J'ai des étudiants chinois qui apprennent l'anglais. Et on avait parlé des snacks. Et ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air vraiment dégoûtant. Euh, on avait parlé des peanut butter jelly sandwiches. Et elle me regardait avec des yeux très grands, elle me demandait pourquoi on mange ce genre de choses aux États-Unis. Voilà. Alors, euh, je vais revoir un petit peu la page, comme ça je ne vais pas la chercher si ça ne te dérange pas. Et puis, je pense que c'était un peu avant, à la page 216. Voilà, j'en reviens ici. La page 216, qui devrait être la page 218 du PDF. Bon, ça, c'était fait. On avait fait un peu de... Ça, c'était avant, le discours indirect. Il va falloir qu'on continue également. Ok. Et puis, je le passe parce que je pense que... Ah, voilà. Je viens juste d'eux, donc c'est un passé récent. Je suis en cours de réalisation et je suis sur le point d'atterrir, une action imminente. Voilà. N'entrez pas dans la chambre. Paul est en train de faire la sieste. Okay. Ne dérange pas Marie. Elle est en train de faire des calculs compliqués. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Nous sommes en train d'enregistrer de la conférence. Approche la lampe, s'il te plaît. Je suis en train de retirer une épine de mon pouce. Il y a longtemps que tu es rentré. Non, je viens juste de rentrer. Le match est commencé depuis longtemps. Non, il vient de commencer. Ma femme n'a pas appelé. Si, elle vient d'appeler. Il y a longtemps que les enfants sont couchés. Non, ils viennent de se coucher. Tu as acheté ce canapé récemment? Oui, je viens de l'acheter récemment. Ou je viens de l'acheter. D'accord. Être sur le point de... L'oiseau va s'envoler. L'oiseau est sur le point de s'envoler. La nuit va tomber. La nuit est sur le point de tomber. On est un petit peu plus poétique ici, tu vois. Les magasins vont fermer. Les magasins sont sur le point de fermer. Les lumières vont s'allumer. Les lumières sont sur le point de s'allumer. Et ici, on utilise les trois expressions. Allô Marie, je ne te dérange pas. Rappelle-moi plus tard. Je suis sur le point de sortir. Ok. Qu'est-ce qu'Antoine est en train de faire? Il dessine un bouton. Vous venez d'écouter la truite de Schubert. Ainsi s'achève, finish, notre programme musical. Où sont les enfants? Ils sont en train de regarder la télévision. Il faut arroser les fleurs. Non, je viens de les arroser. Regarde, la terre est trempée. Ne vous appuyez pas contre le mur. To lean against the wall. On vient de repeindre l'entrée. Repeindre, to paint again. Repeindre, peindre, to paint, repeindre again. Okay. Donc voilà. Voilà ce que nous avions fait. Je reviens à la transcription. Et bordélique, je l'avais expliqué, it's messy. Okay. On utilise souvent cette expression it's a mess, c'est le bordel. Okay. La prochaine fois, nous allons faire la page 100 du livre. Je ne pense pas que c'est du livre de grammaire, je vais vérifier. La page 5, donc c'est un petit peu plus loin. Que je vérifie, je ne pense pas que c'est du livre. Ah, si. Ce sont les superlatifs, mieux et meilleur. Le gâteau est meilleur que la tarte. Julie cuisine mieux que Paula. Donc il y a beaucoup de confusion venant des gens qui apprennent le français, des étudiants français. Ils n'arrivent pas à trouver la distinction. Donc on va l'expliquer. Okay. Meilleur, c'est le superlatif de bon. Et mieux, c'est le superlatif de bien. Voilà. Je vais faire un peu de la France contemporaine. Je vais essayer de voir si je peux... J'ai tellement de livres que j'utilise régulièrement. Est-ce que je l'ai mis? La France contemporaine. Et voilà, je ne le trouve pas. Ce n'est pas là. Je suis désolée pour ça. Généralement, je l'ai. Je vais faire une petite recherche. La France
contemporaine. Généralement, je l'ai en début de liste. Et... Ah bah non, c'est là. C'est là. Je n'ai pas fait attention. Donc nous en sommes encore un petit peu au dialecte. Ok. Et je vais... Attends, on l'avait fait. Je vais diminuer la page parce que je ne sais pas où j'en suis. Nous avions parlé du Conseil constitutionnel qui avait décidé de bien accepter finalement les dialectes en changeant la Constitution. Voilà. Maintenant, on en arrive à la francophonie. Si la langue française n'est pas la seule qui se parle dans l'Hexagone, toujours est-il que cette langue a largement dépassé les frontières de la France. Le français se parle aujourd'hui dans une quarantaine de pays sur 5 continents. Ceux qui parlent français s'appellent des francophones. Pour quelques 113 millions de francophones, le français est la langue maternelle. Les autres, les francophones occasionnels, quelques 60 millions dans le monde, l'ont appris comme deuxième langue. En Europe, au XVIIIe siècle, le français était devenu une langue internationale. C'était la langue de l'aristocratie dans de nombreux pays, ainsi que celle de la diplomatie et de la culture. François II, roi de Prusse, et Catherine II de Russie parlaient et écrivaient en français. De nos jours, le français a été largement remplacé par l'anglais comme langue internationale. Mais il est indéniable que le français demeure une des grandes langues mondiales. Avec l'anglais, le français est utilisé dans les domaines de la diplomatie, du commerce et des arts. C'est une des langues officielles de plusieurs grandes organisations internationales, l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, NATO, l'OTAN, et le Comité international des Jeux olympiques. En Europe, le français est une langue officielle en Belgique. Il y a des petites différences. En Suisse, au Luxembourg et dans les principautés d'Andorre et de Monaco. Voilà, j'ai visité Monaco, je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que les Français payent avec leurs impôts le maintien de Monaco. Alors ça ne me plaît pas du tout. On appelle ça des parasites financiers qui ne payent pas d'impôts. Voilà, c'est une belle injustice ici. Voilà, tu peux rechercher, tu verras, c'est assez surprenant. Ensuite, pour, pour près de 6 millions d'habitants de ces pays, le français est la langue maternelle. Le français s'est étendu sur les autres continents à cause du colonialisme. Dès les XVIe et XVIIe siècles, des explorateurs français tels que Cartier, Champlain, Marquette, Joliet et La Salle ont fondé des colonies dans le Nouveau Monde, au Canada, en Louisiane, qui comprenait toute la partie centrale des États-Unis, en Guyane et dans les Antilles, mais la France a perdu la plus grande partie de son premier empire colonial. Le Canada a été cédé aux Anglais en 1763. Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis en 1803. Haïti est devenu indépendant en 1804. Une deuxième époque d'expansion coloniale a commencé au XIXe siècle, ce qui explique l'implantation de la langue française en Indochine, en Polynésie et surtout en Afrique, dans les pays arabes d'Afrique du Nord et dans l'Afrique noire, au sud du Sahara. Ce deuxième empire colonial n'a pourtant pas été accompagné d'une émigration massive de Français. Voilà pourquoi le français est moins une langue maternelle dans ces pays qu'une deuxième langue, c'est-à-dire la langue de l'administration, mais non pas la première langue des habitants. La plupart des pays d'Afrique sont d'anciennes colonies françaises. La Constitution de 1958 a créé la Communauté française, une association entre la France et ses colonies africaines. Le président Charles de Gaulle a demandé à chaque pays de choisir, par référendum populaire, de faire partie de la communauté. Seule la Guinée a refusé. Dans les années 60, pourtant, les colonies africaines ont acquis leur indépendance et la communauté française a cessé d'exister. Mais un grand nombre de ces nombreux pays ont signé des accords de coopération avec la France. Aujourd'hui, la France est la langue officielle de 22 pays d'Afrique situés au sud du Sahara,
ainsi que celle des dom-toms et des collectivités territoriales. Mais le français n'est pas la langue maternelle de la plupart des habitants de ces pays. Dans certains pays du Proche-Orient, l'Égypte, le Liban, la Syrie, de l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, et de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge, pardon, le Laos, le français n'est pas une langue officielle, mais il a un statut privilégié dans l'enseignement. C'est au Canada qu'on trouve la plus grande concentration de francophones en dehors de la France. Le Canada est officiellement bilingue, 6 millions d'habitants sur 25 millions sont francophones. Aussi, euh, dans la zone anglaise, tout est traduit en français. Ça fait partie de la loi en fait nationale qui force en fait les produits, les différentes compagnies à traduire leurs produits en français. Il y a des fautes, mais bon, euh, c'est toujours intéressant. On les trouve surtout au Québec et dans les provinces maritimes. Montréal, on ne prononce pas le T en français, et après Paris, la plus grande ville francophone du monde, plus grande que Lyon ou Marseille. Aux États-Unis, la langue et la culture française subsistent encore en Louisiane et en Nouvelle-Angleterre. J'essaie de ne pas bâiller, c'est pas facile, surtout dans le Maine et le Vermont. C'est de trouver une prononciation parfaite en français parce que parfois les Français ne savent pas euh, prononcer certains mots anglais, surtout les États. Donc on arrête ici parce que c'est assez long. Donc ici on a la francophonie, une chose qui est très importante et très intéressante. Voilà pour le résumé du dernier cours. J'espère que on se voit vendredi à 4 heures. Et puis si tu as des questions, fais-les moi savoir. À très bientôt. Au revoir.